Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour cette journée d'enregistrement, là, saison 2, épisode 3, on vous fait ça en direct du Québec comme toujours, mais sous une neige abondante. Là. On s'excuse effectivement si jamais vous entendez des bruits un peu inhabituels. Là. Il y a effectivement des machines dans les rues présentement pour nous aider à ne pas être ensevelis sous 15, 30 ou 50 cm de neige, on ne sait même plus. Oui, on sait même plus, puis c'est ça qui est assez drôle là, quand j'ai mes compatriotes outre-L'Atlantique là, qui commencent à paniquer ensemble. Même, je crois, en Espagne aussi, là, il y a eu une Oui, l'Espagne, Madrid. Il y avait justement le stade du Real, là, le Santiago Bernabéu, là, qui était sous 20 cm de neige. C'est vrai que ça leur change pas mal. Mais je sais que tout le monde capote là, avec 1 cm de neige. Là. Rassurez-vous, là, c'est de la petite chenoute, là, comme exact. on dit. Là. Mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui de faire quand même notre épisode et surtout nos deux segments classiques. Là. Donc, on va vous faire un au son de la cloche et dans vos poches aujourd'hui. Avant de commencer, effectivement, là, comme la tendance le veut, la tradition le veut, je vais passer la parole à Gab là, pour faire le petit disclaimer. Ben oui, on n'oublie pas évidemment que tout ce qu'on va parler dans le podcast financier, d'autant plus dans cet épisode, surtout dans le son de la cloche de cette semaine, s'agit vraiment de notre opinion personnelle. Les propos qu'on engage n'engagent que nous. En aucun cas, ça constitue une recommandation officielle de placement ou de transaction. On vous invite toujours à prendre contact avec un spécialiste financier dans le domaine qui vous intéresse afin de prendre vos décisions, et puis des décisions qui sont adaptées à votre profil d'investisseur, bien évidemment. Exactement. Donc, lançons ça en force avec au son de la cloche. Parfait. Donc, le sujet de la semaine là, qui, comme Gab, tu l'as dit, là, est probablement à prendre avec des pincettes, là, mais c'est très d'actualité. Je crois que c'est même le sujet d'actualité. C'est le sujet de la semaine, en fait, je trouve, pour moi, là, qui m'a le plus marqué. Et puis, je crois que c'est le sujet qu'on fait depuis le début du podcast qui est le plus lié à notre auditoire, là, c'est-à-dire à la fois au Québec et en France. On va parler un petit peu de ce qui est sorti là, à partir de mardi soir, heure du Québec, là, avec l'annonce de notre fleuron national québécois, le Couche-Tard. Et notre fleuron, là, je vais prendre le parti pris de l'outre-Atlantique, notre fleuron français qui est Carrefour aussi. Exactement. Parce qu'il y a effectivement des rumeurs en fait qui sont quand même assez avancées, parce que quand même on parlerait quand même de discussions déjà assez intenses qui ont été faites entre les deux parties, qui seraient, comment dire, même si pour le moment c'est encore à l'étape, je dirais, préliminaire, là, c'est vraiment que le début, je dirais, du processus. Ce serait dans le fond un rapprochement en fait entre le géant québécois Couche-Tard en l'occurrence, puis le groupe français Carrefour. Là. Exactement. Donc, comme on l'a dit, là, ça c'est arrivé effectivement mardi soir. Là. En fait, c'est arrivé tellement tard mardi soir qu'à heure du Québec, là, même moi, je n'avais même pas conscience là, que c'était sorti publiquement. C'est une de mes amies françaises qui m'a texté parce que c'était annoncé effectivement le matin en France presque. Là. Et puis c'est là qu'en me levant le matin, j'ai compris toute la folie qui allait s'en suivre dans les journées suivantes. Et même, je n'aurais pas vraiment pu penser à quel point on aurait pu avoir autant de discussions là-dessus le mercredi, jeudi, vendredi. Je l'ai su, comment dire, il y a quelques... Ouais, c'est ça, parce que c'est sorti sur Bloomberg à la sortie des marchés. Puis je l'avais vu effectivement que c'est pour parler là. Alors assez rapidement, c'est là où justement on va pouvoir en parler. Là, le but aujourd'hui, c'est de comprendre les deux business models, hein, vraiment, qui incombent Couche-Tard, qui est entre guillemets je pense aujourd'hui le numéro 1 mondial de convenience store, ce qu'on appelle ou dépanneur, donc qu'on appelle ici au Québec. Au Québec, absolument. C'est qu'on pourrait appeler le A1 du coin en France, là, pour pas être discriminant. L'idée, comment dire, est qu'à Carrefour, évidemment, qui est, je pense, le numéro 2 mondial, en fait, de la grande distribution, là, même s'ils ont perdu, et c'est là où on va être tout l'enjeu de la discussion d'aujourd'hui, ils ont quand même eu pas mal de difficultés là, ces dernières années. Puis je pense que ça va être je vais t'inviter, c'est ça. On va commencer comme ça. Avant de parler de ce qui s'est passé en détail, effectivement, peut-être tu peux commencer par introduire un peu Carrefour, là, plus généralement. Puis je vais faire de même là, pour Couche-Tard. Viens à mon tour après. Bah, comment dire, Carrefour, c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment nous, quand on parle de Carrefour en France, c'est vraiment le numéro 1 de la grande distribution. Là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plusieurs milliers, j'avais plus les chiffres là, exactement, là, mais c'est plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui de magasins, donc que ce soit des hyper, donc des plus grandes surfaces, ou des plus petits magasins, par exemple, de ville, etc.
Carrefour, c'est vraiment, je dirais, une boîte, qui a inventé le concept d'hyper en Europe. Là. Donc en France, dans les années, en fait, durant les 30 glorieuses, c'est eux qui ont inventé ce concept du on peut tout acheter dans cette espèce de gros ensemble, en même temps qu'aux États-Unis, se développaient les fameux Walmart, que se développaient les Kmart et autres supermarchés. Donc c'est vraiment eux qui ont inventé le mode de consommation à l'américaine sur le continent, en tout cas sur le territoire français, qui pour le coup était beaucoup plus, faut avouer, à cette époque était encore un territoire assez peu urbanisé là, quand même. La France était beaucoup plus un pays rural aussi à Exactement, ce moment-là. c'était un peu comme tu as dit, l'avènement des grandes surfaces en Europe et surtout en France, c'est fait par Carrefour. À l'opposé, Couche-Tard, ça c'est un peu l'anecdote là, pour nos nombreux auditeurs français, effectivement. Là. Oui, effectivement, on appelle ça Couche-Tard, c'est un nom qui n'est pas un brand, désolé de l'anglicisme, mais un brand très international. Là. C'est réel qu'on appelle ça Couche-Tard, ça n'a pas plus de signification, mais ça sonne un peu étrange, ça je vous l'accorde. Mais à la base, c'est une compagnie qui a quand même fait beaucoup de chemin au Québec. Là, pour vous donner une idée, là, le fondateur est un homme d'affaires qui est quand même très respecté au Québec, le monsieur Alain Bouchard, là, qui n'est plus maintenant président directeur général, mais qui est le président du board du conseil d'administration. Je pense qu'on a gardé quand même pas mal d'actions, je pense. Absolument, non, mais tout à fait, mais avec raison, étant donné qu'il a... Tout a commencé, je crois, en 1980. Il y a eu un premier dépanneur, un premier commerce, si on peut dire, là, rapide. Ce serait bon que tu définisses un peu peut-être le concept de dépanneur aussi pour nos auditeurs. Effectivement, bon point. Mais le concept de dépanneur, ce qui est relativement simple, c'est littéralement un commerce qui va être ouvert en tout temps. Au Québec et au Canada plus généralement et en Amérique, là, les épiceries sont ouvertes à des heures assez larges et disposent de tout. Là. Mais un dépanneur, c'est de dire, peu importe à quel moment on a besoin de quelque chose, on peut le retrouver à une distance qui est souvent plus proche de chez nous que la bonne vieille épicerie conventionnelle, un peu grande surface à la Carrefour, par exemple. Et donc, le dépanneur est vraiment l'endroit où on peut aller pour que ce soit avoir besoin, on va dire, d'alcool, de biens, de lait, de peu importe. Mais également, dépanneur va souvent être lié avec le domaine de l'essence, donc avec les stations-service, les stations d'essence. Et puis ils vendent aussi beaucoup tout ce qui est des produits, genre le tabac, la loterie. La loterie, exactement, j'allais penser à ça. Puis c'est vrai, plus des besoins, des trucs de base, genre par exemple des trucs pour la voiture, genre je sais pas, par exemple du liquide de la vitre, ce genre de trucs, là, des chips, vraiment de la junk food, là. Puis du café, là. C'est un peu... C'est des biens de base et pour des services, comme je dis, qui vont être soit liés à une localité. Donc, dans un quartier où on enregistre, le plus proche, c'est pas une épicerie. Le plus proche va être effectivement un dépanneur. Et c'est également souvent le relais ou l'élément classique quand on est sur l'autoroute où on fait de la distance. Regarde, nous, à côté du podcast studio, là, on enregistre, il y en a quoi? Il y en a 3-4 des dépanneurs à moins de 200 mètres. Quoi. Alors qu'il n'y en a qu'une seule... Il n'y a qu'un seul supermarché dans le coin. Là. Donc exactement. Donc, c'est une industrie qui est un peu dans l'ombre, encore une fois, mais qui fonctionne très bien. Et puis, c'est ce que M. Bouchard a lancé en 80 avec son premier dépanneur. Mais les années suivantes, ça a été vraiment toujours une logique de fusion-acquisition. Là. Toute l'histoire de Couche-Tard s'est faite avec l'acquisition au début d'autres chaînes similaires au Québec. Et par la suite, également, je crois que c'est en 1997 que Couche-Tard a fait sa première acquisition là, à l'extérieur de la province du Québec pour aller également en Ontario et en Alberta, si ma mémoire est bonne. Mais c'est vraiment une compagnie qui a pris beaucoup d'ampleur. C'est 1900 magasins au Canada et dans plusieurs pays à travers le monde. C'est 12 pays au total à travers le monde, dont, tu l'as mentionné... 14 000, je crois, magasins, là, je me souviens plus. Mais alors, c'est vrai qu'à l'extérieur du Canada... Ils sont connus sous le nom Circle K aussi. Ben, c'est ça la particularité. Puis ce qui est intéressant, c'est justement de dire les acquisitions qui se sont faites à l'extérieur du Québec ne se sont pas faites sous la bannière et sous le branding Couche-Tard, mais se sont faites sous le branding de la compagnie acquise. Couche-Tard n'a rarement, sinon jamais, à l'extérieur du Québec, changé le nom de la compagnie qu'il achetait. Donc justement les Circle K aux États-Unis, qui est un très bon exemple, c'est resté Circle K. Est-ce qu'on parlerait à un Texan qui est en train de mettre de l'essence au Circle K de Dallas. Au Couche-Tard. Est-ce qu'il saurait que ça appartient à une compagnie québécoise? Absolument pas. Là. Donc, c'est un petit peu la mentalité que M. Bouchard a eu et que vous pouvez retenir de Couche-Tard. Là, oui, comme on a dit, on a ciblé un peu c'est quoi le besoin que ça répond, mais aussi c'est une compagnie qui s'est développée et a eu une croissance vraiment exponentielle depuis les années 80, basée sur les fusions-acquisitions. C'était des acquisitions et encore maintenant, avant la nouvelle de cette semaine,
quand on entend parler de Couche-Tard, c'était également pour des compagnies. Par exemple, je sais qu'il y avait une transaction qu'il regardait vers une compagnie australienne, si je ne me trompe pas. Il était dans le coup également pour les Speedway, je crois, ou quelque chose du genre aux États-Unis également. Donc, dès qu'on parle de possibles transactions dans le domaine des convenience stores, des dépanneurs, comme on dit au Québec, Couche-Tard est souvent lié ou dans la station essence. Ou dans le domaine de l'essence, effectivement. C'est vrai que c'est 70% aujourd'hui de leurs revenus. C'est sûr que c'est de la distribution. Et on parle bien de distribution là, d'essence. Il ne s'agit pas de raffinerie. Là. Confondez pas tout. Exact. Là. C'est de la distribution. Là. Puis, c'est vrai que, comment dire, Couche-Tard, moi, ce qui me marque aussi, c'est vraiment leur force, effectivement, à aller dans tous ces pays-là. Puis, tu sais, je sais qu'ils ont acquis récemment en Norvège, ils ont acheté aussi une chaîne en Irlande. Ils les renomment tous progressivement Circle K, là, parce que c'est vrai que c'est la marque. Et puis, pour vous donner, leur principal compétiteur a désormais été dépassé, puisque vous connaissez probablement 7-Eleven, qui est très populaire pour le coup aux États-Unis et au Japon, étonnamment. Là. C'est là où ce genre de magasin est extrêmement populaire. Et ils les ont dépassés aujourd'hui en termes de capitalisation boursière et de chiffre d'affaires aussi. Exact. Donc, c'est bon que tu ramènes ça justement. Le deuxième point qu'on voulait aborder dans la présentation des compagnies, c'est un petit peu l'aspect boursier. Là. Comme tu as soulevé, là, je vais parler de toutes les stats simples sur Alimentation Couche-Tard. Tu pourras faire ceux sur Carrefour. Là. Donc, Alimentation Couche-Tard, comme on l'a dit, là, pour le ticker, si ça vous intéresse, là, ATD-B sur la bourse de Toronto. La capitalisation boursière est à peu près 42,45 milliards de dollars canadiens. Et le cours boursier le vendredi à la fermeture, le vendredi le 15 janvier 2021, bien évidemment, c'était à peu près 37,98 dollars canadiens. Là. Donc, c'est une compagnie listée canadienne, encore une fois, c'est pas Wall Street, là, donc c'est sûr que c'est pas le même genre de reconnaissance boursier, là, mais c'est une compagnie qui a une belle capitalisation au Canada. Là. Et leur force, évidemment, c'est d'avoir quand même un stock qui quand même performe très bien puis qui coûte aussi assez cher. Souvent, quand on est... Puis là, on va utiliser quand même certains ratios financiers pour vous expliquer quel est le mécanisme qui est utilisé dans la transaction. La force aussi de Couche-Tard, c'est qu'effectivement, ils ont un ratio, un ratio price-earnings, ou court-bénéfice en français, qui est au-dessus, qui est au-dessus de Carrefour qu'on va comparer. Puis je pense qu'ils sont aux alentours des 28, si je me souviens bien. Et la force qu'ils ont, c'est que Couche-Tard a très peu de leviers financiers. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de dettes par rapport à leur action. J'ai ressorti les statistiques, c'était aux alentours des 0,80 de ratio, debt to equity. Ouais. Le debt to equity, c'est-à-dire combien par rapport à l'équité, donc pas la capitalisation boursière, mais à la valeur comptable de votre valeur nette, combien vous avez de dettes. Donc 0,80, ça veut dire que vous avez moins de dettes que de valeur nette. C'est quelque chose donc c'est une compagnie qui a très peu de levier, surtout, je dirais, dans la grande distribution ou dans le retail. C'est très rare d'avoir des compagnies avec... Par rapport à l'industrie, ils sont assez... c'est assez notoire. Mais pour vous donner la comparaison, Carrefour est à plus de 4, là, pour vous donner un état d'idée. Puis c'est là où, justement, on va pouvoir introduire un peu plus de l'autre côté, là, notre cher Carrefour. En termes boursiers, aujourd'hui, Carrefour, ça pèse à peu près 13,5 milliards d'euros. Alors, évidemment, là, il y a évidemment le taux de change qui va devoir... devise, ouais. Voilà, il y a une différence de devise. Le cours de l'action est d'à peu près 16 euros et des poussières. En fait, c'est sûr que le cours a aussi pas mal augmenté, effectivement, avec l'annonce, là. Je dois vous avouer, c'est un stock qui, ça fait quand même plusieurs années, est en difficulté. Il faut avouer que Carrefour, et puis c'est là où on va quand même le repréciser, l'action a quand même pas mal dégringolé en fait depuis la crise de 2008. C'est vrai que c'est un groupe qui a eu pas mal de difficultés à se transformer, où ils ont eu pas mal de nouvelles stratégies que je trouve n'ont pas été si payantes. Je sais que les groupes français ont mis pas mal d'accent sur le fameux drive, là, donc le fait de pouvoir commander par internet et récupérer à côté sur le parking en fait du supermarché ses courses. Ça a mis pas mal d'accent. Je pense encore que c'est encore une clientèle de niche qui utilise ce genre de service. Ouais. Pareil pour la livraison de la nourriture, etc. Je pense que c'est quelque chose d'assez c'est ça, marginal par rapport à la clientèle totale qui peut utiliser Carrefour. Je pense que là où aussi la difficulté est venue principalement, c'est que c'est une compagnie qui est quand même beaucoup plus endettée. Là. Puis pour le coup, quand vous avez de la dette,
vous avez surtout des paiements d'intérêt à payer à chaque année. Et c'est vrai que cet intérêt-là, il vous nuit un peu Exactement. Puis ça reste, comme tu as dit, dans le domaine du retail. C'est pas non plus le domaine où on a les marges les plus notoires au niveau des activités, des opérations de Carrefour. Même chose, on va dire, pour Couche-Tard d'une certaine manière, là, pour la partie plus bien de consommation. Exactement. Puis c'est surtout que quand vos revenus commencent à baisser, effectivement, quand vous avez du levier, donc beaucoup de dettes, c'est vrai que votre bénéfice net, donc après impôt, il a tendance à se casser la gueule assez rapidement. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. On en avait déjà parlé dans un autre épisode. Vous avez un effet de levier assez important. Et c'est vrai que ça peut être dangereux, entre guillemets, d'avoir un très gros levier. C'est bon quand c'est dans le vert, c'est très mauvais par contre quand c'est dans le rouge. Exactement. Et c'est vrai que l'industrie du retail, évidemment, là, c'est tout basique, mais avec Amazon, avec le débarquement aussi du e-commerce, a eu plus de mal, surtout sur des activités qui, pour le coup, sont à forte rentabilité. En fait, Carrefour fait beaucoup d'argent en fait, dans les rayons du supermarché, comme par exemple les jeux vidéo, les livres, etc. Tout ce qui est non alimentaire, parce que l'alimentaire, on va pas se le cacher, les marges sont très faibles là-dessus. Non? Exact. Donc, si on revient un peu là, après l'espèce de petite intro là, des deux compagnies, on va revenir un peu sur le sujet là, qui est sorti cette semaine. Donc, comme Gab, tu l'as dit, là, il y a eu l'annonce, là, effectivement, qu'il y avait des discussions pour un rapprochement amical, là, comme il a été mentionné dans le communiqué entre les deux compagnies. L'annonce en tant que telle a eu un effet assez choc. Là. Ça a fait couler beaucoup d'encre des deux côtés de l'Atlantique. Ça a fait également couler quelque chose d'autre qui était un peu le cours boursier de Couche-Tard. Officiellement, je crois qu'ils ont perdu près de 10% dans la journée de mercredi uniquement au niveau du stock. Donc 10% de baisse. La réaction des investisseurs de Couche-Tard a été un peu mitigée. Là. On va expliquer pourquoi. Là. Mais effectivement, il y a eu certains bémols. Je vais peut-être parler du côté pourquoi est-ce que certaines personnes doutaient de cette transaction-là au niveau de Couche-Tard. Je vais t'inviter peut-être, Gab, après à parler pourquoi est-ce que au niveau du vieux continent, on parlait peut-être que Carrefour c'était moins intéressant. On va parler un petit peu de l'impact politique, là, qui est un sujet un petit peu chaud dans ce qui est arrivé cette semaine. Mais avant toute chose, comme je dis, je vais vous dire un peu pour Couche-Tard, là, la raison de la chute. Plusieurs personnes l'ont ciblé vers le fait que Couche-Tard, son expertise, comme on l'a dit, c'est dans les commerces de consommation rapide avec essence. Carrefour est une chaîne de supermarchés, même de grandes surfaces d'une certaine manière. Est-ce que ça fait du sens pour Couche-Tard de rentrer dans une industrie qui n'est pas chef de file, qui n'a pas d'expertise? Couche-Tard aurait de la pertinence s'ils achetaient uniquement une section qui était liée au commerce à essence, par exemple. Mais pourquoi aller dans le domaine du supermarché alors que Couche-Tard ne détient rien dans ce domaine-là? Ça a été le premier bémol qui a été mis, c'est de dire, OK, c'est intéressant, mais pourquoi tomber dans quelque chose où ils n'ont pas d'expertise? Comment est-ce qu'on va pouvoir juger si cette transaction-là va offrir des synergies à Couche-Tard s'ils n'ont jamais réellement fait ça dans leur histoire et si jamais cette compagnie-là est devenue un fleuron et est devenue un chef de file, non pas parce qu'ils ont diversifié leurs activités de manière épouvantable dans les derniers 20 ans, 40 ans, c'est dans en fait 30 ans à peu près. C'est vraiment par le fait qu'ils étaient experts dans un domaine. Donc ça, c'était le premier bémol. Un autre bémol était le fait aussi, puis ça tu l'as dit, ils ont fait des acquisitions en Norvège, mais l'Europe n'a rarement été la cible pour Couche-Tard au niveau des acquisitions. Il y avait effectivement beaucoup le Canada en général, les États-Unis également, on avait parlé de l'Australie et même un peu de l'Asie, mais l'Europe n'était pas la cible en tant que telle. Les pays plus américanisés en fait. Exactement, mais l'Europe n'était pas tant ciblée. Donc encore une fois, deuxième point de dire Couche-Tard, pourquoi ferait cette transaction-là, c'est le fait que le marché européen n'est peut-être pas la première cible, du moins selon ce qu'on comprenait des activités de Couche-Tard. Et l'autre point clé également, comme tu l'as dit, c'est l'endettement. Couche-Tard est une compagnie qui n'est pas beaucoup endettée, qui allait pouvoir faire cette transaction-là avec beaucoup de liquidité parce qu'elle a de l'actif liquide, mais en faisant cette transaction-là, en faisant l'acquisition, entre guillemets, là, de Carrefour, elle mettrait également la dette de Carrefour dans ses livres. Et donc, ça ferait un effet assez drastique sur les ratios, justement, de Couche-Tard. Et donc, les analyses financières seraient un petit peu affectées par cette transaction-là. Et Couche-Tard, on en a parlé juste avant, puis tu pourras peut-être le détailler, Couche-Tard devrait agir pour rebalancer un petit peu ses ratios, juste parce qu'elle fait une transaction en gobant avec du cash une compagnie qui est hyper endettée. Oui, après, c'est là le bémol que je vais mettre. Et puis là, vous voyez, c'est là où moi, je vais défendre un peu. Aujourd'hui, dans cet épisode, je défends le Québécois par rapport au Français, ce qui est assez ironique. Mais pour vous dire, c'est sûr que moi, ce que je me dis, c'est que l'expertise de Couche-Tard, plus généralement, elle est applicable dans n'importe quelle cible de retail quand même. Là. Je me dis, moi, vraiment, la cible principale de Couche-Tard au niveau de son acquisition, et puis on s'en parlait un peu en off, je pense c'est plus la petite surface, encore une fois, parce que c'est elle qui va générer vraiment de la rentabilité. C'est vraiment le fait que, oui, ça coûte plus cher. Vous n'allez pas faire vos courses chez Couche-Tard
au complet, parce que sinon déjà vous allez devenir très gros, là, parce qu'il n'y a quasiment que des chips. Mais le but, c'est ça, c'est que Couche-Tard, je pense, a un plan de transformation de Carrefour qui est assez important, afin d'aller assurer, je dirais, plus de rentabilité, aller générer de la rentabilité par des sections spécifiques qui permettent d'aller générer plus de flux monétaires et beaucoup plus d'argent. Là. Le deuxième point quand même, c'est quand même si elle augmenterait son levier, il faut savoir que Couche-Tard aussi, de manière générale aussi, et ça c'est sa force, c'est comme son action est très élevée, elle va être capable effectivement quand même d'aller générer beaucoup d'argent, d'aller chercher beaucoup d'argent auprès d'investisseurs en diluant assez peu son capital. En gros, sans que ça touche beaucoup le prix de son action, elle va être capable d'aller chercher beaucoup plus d'argent. Donc ça c'est une force aussi qu'a Couche-Tard. Puis je me dis au niveau des synergies, c'est peut-être même une synergie financière, hein, c'est de savoir optimiser les coûts. Il y a beaucoup, je pense, de. Il y a de l'expertise chez Carrefour, effectivement, dans le domaine de la distribution et tout, qui sont des éléments clés pour les coûts de compagnie voilà. du genre. Et les deux, je pense, auraient des intérêts, entre guillemets, auraient un intérêt à quand même à faire. Dernier point quand même, c'est que effectivement le prix de l'action, puis je pense aussi Carrefour a un peu dérouillé là, ces derniers jours en bourse, en fait a pas mal augmenté au moment de l'annonce de cette transaction-là, en fait potentielle, parce qu'encore une fois, on parle de choses qui ne sont pas définitives, mais il faut se dire aussi que Couche-Tard évidemment achèterait les actions à 20 euros par action, donc elle paierait en fait un peu plus que le prix actuel de l'action, pour acheter 51% ou plus, parce que souvent on achète 100% des parts, pour acheter au complet la compagnie. Là, il faut se dire, dans ce genre de situation, c'est quand même, vous payez une prime d'acquisition. Cette prime de contrôle, effectivement, elle a un coût. Et là, c'est vrai que c'est ça aussi qui a un impact financier aussi pour le coup sur l'action Couche-Tard. Donc aussi, là encore, ça a des conséquences sur le stock. Mais encore une fois, c'est pas catastrophique du tout. Moi, je pense que c'est correct. Là. Mais les questionnements, comme on l'a dit, le plus de notre côté de l'Atlantique, là, au niveau de ce que les investisseurs, les actionnaires de Couche-Tard voyaient, ça s'est amplifié un petit peu l'espèce de questionnement par rapport à la transaction de votre côté, là, du côté de la France, avec la sortie du gouvernement français là, qui a été représenté par le ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, qui est sorti là, de manière assez directe là, pour dire que par le fait que Carrefour était le premier employeur privé de France, effectivement, et également par la loi là, qui s'appelle le PACT, là, qui avait des recours juridiques potentiels qu'il pouvait mettre en place, le gouvernement français, dans le but de bloquer la transaction sous prétexte, effectivement, de la sécurité alimentaire, qui, à première vue, était un petit peu un sujet fort de la pandémie, là, de dire la France, avec la pandémie, veut garder un certain contrôle sur la sécurité alimentaire. Donc, assez rapidement, effectivement, là, au niveau du gouvernement français, il y a eu un levé de bouclier. Là, on n'a pas vraiment entendu parler des dirigeants de Carrefour en tant que tel dans cette histoire-là, du moins dans les journaux. On a beaucoup plus entendu parler, effectivement, du gouvernement français. Et la citation, là, et je le cite à peu près, là, c'était que c'était un nom courtois, clair et définitif que le gouvernement français soulevait, ce qui, de mon avis, sonnait un petit peu comme si c'était le PDG de Couche-Tard qui parlait, mais non, c'était effectivement le ministre de l'économie français. Donc, c'est un petit peu ça. Tu veux dire le PDG de Carrefour, tu veux dire le nom définitif. Oui, effectivement, pardon, oui, de Carrefour, oui. Mais pour se dire, moi je trouve que pour le coup, Bruno Le Maire m'a pas mal déçu, là, parce que c'est vrai qu'effectivement, la loi Pacte permet effectivement au gouvernement en fait, de bloquer ce genre d'acquisition stratégique. Mais en même temps, on a toujours malheureusement, je trouve, en France, cette culture, en gros, de la peur, en fait, de l'investissement étranger. On est toujours à dire, écoute, on veut qu'il y ait des investisseurs, par exemple, chinois, qui viennent investir, mais dès qu'il s'agit de quelque chose d'un fleuron, en gros, parce que quand même, c'est une entreprise qui est forte en termes d'image, on refuse. Sauf que là, dans les deux cas, je pense que les actionnaires de Carrefour ne seraient pas contre à aller chercher 4 € par action en plus de leur prix actuel, d'aller, en plus permettre d'avoir accès, parce que probablement ça va se passer avec un échange d'actions, donc ils auront accès à des nouvelles actions Couche-Tard, en fait. Exactement, et aussi d'avoir des titres dans Carrefour qui seraient peut-être plus sécuritaires, mais pas sécuritaires, mais qui seraient plus safe parce qu'il y aurait une restructuration dans la compagnie au niveau de sa dette. Voilà, puis je pense pas que ça coupera fondamentalement d'emplois, parce que c'est vrai que les deux secteurs sont quand même encore très différents. Ouais. Peut-être les deux secteurs sont encore très...
sont complémentaires et ils sont pas remplaçables. C'est pas comme si... C'est des expertises complètement distinctes. Je crois pas, comme tu l'as dit, Couche-Tard pourrait pas arriver et dire « Ok, ben maintenant, dans le monde du supermarché français, c'est comme ça, on va fonctionner à la Couche-Tard » parce que c'est pas du tout le même genre d'expertise. Le vieux continent a ses façons de fonctionner, puis le nouveau monde, on va l'appeler comme ça, a aussi son mode de fonctionnement. La clientèle est différente, la culture de consommateur est vraiment différente. C'est vrai mais Carrefour avait déjà commencé son plan de transformation, je pense il y a 2 ans, je me souviens plus du nom du PDG, vous m'excuserez, mais avait quand même déjà commencé pas mal à restructurer, à se focaliser sur le bio, sur le local, sur des choses qui peut-être tiennent plus à cœur aux consommateurs européens. Donc moi je vois pas malheureusement je trouve que Bruno Le Maire, alors et c'est assez drôle parce qu'on en a parlé en off il y a ce matin en fait avec Jean-Baptiste que vous connaissez bien. Il me disait que oui, probablement il sait plus de choses effectivement que nous. Probablement, effectivement, parce que c'est le numéro 1 de l'économie française, Bruno Le Maire. Ouais. Mais ça n'empêche que je trouve que le fait de faire un nom définitif est un peu incongru, puis je trouve est un peu déplacé du fait que je pense que fondamentalement pour les actionnaires, parce qu'une entreprise travaille toujours pour ses actionnaires, il ne serait pas contre à ce que cette transaction-là soit faite, probablement. Là. Exact. Donc au final, suivez bien l'histoire. En fait, pour vous donner les derniers développements de vendredi, il y a eu effectivement une rencontre, je ne me trompe pas, même entre M. Le Maire effectivement et M. Bouchard, le président du conseil d'administration et le fondateur d'Alimentation Couche-Tard. Et officiellement, selon les dernières nouvelles, c'est Reuters, je crois, qui est sorti ça en premier hier soir. Couche-Tard aurait officiellement retiré son offre, retiré sa tentative d'acquisition de Carrefour. Ça va être à suivre, mais les dernières nouvelles, et c'est imprimé, là, vous pouvez lire là, les journaux, mais normalement la transaction n'aurait pas lieu, le takeover, comme on dit en anglais, n'aurait pas lieu. On verra s'il y a un retour ou s'il y a ou un rapprochement amical, mais dans tous les cas... On verra ce qui se passe, mais officiellement, ça serait off là, pour cette transaction-là. Ça n'aurait vraisemblablement pas lieu, sauf s'il y a une nouvelle forme d'approche qui serait faite ou une approche peut-être plus ciblée pour certaines opérations de Carrefour plutôt que la compagnie généralisée. Donc, suivez bien ça, encore une fois. Le but était vraiment de faire une revue de presse, là, mais la dernière nouvelle est que ça serait off, effectivement. Mais je pense que, ce n'est que le début de l'histoire, puis je pense que le vieux continent va entendre parler de Couche-Tard dans les prochaines années de manière beaucoup plus fréquente, parce que c'est une boîte qui a de l'appétit, puis c'est une boîte qui est bien gérée pour savoir comment ils fonctionnent chez eux. Puis moi j'aime entre guillemets cette approche qui est entre guillemets de bonne gestion. Après c'est encore une fois, et puis là ce sera le point qui est quand même à souligner, c'est que je pense aussi Bruno Le Maire avait cette information-là. C'est que c'est une boîte aussi assez controversée, Couche-Tard, plus pour des raisons de syndicalisation, etc. Ils ont tendance à être assez contre, effectivement, tout ce qui est la syndicalisation des employés, etc. Enfin, c'est un sujet très large et je pense qu'on pourra en parler pendant des heures, là, pour le coup. Exact. Donc, passons maintenant à notre deuxième segment, Dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet avec lequel on va compléter l'épisode, là, qui va être un peu plus court que d'habitude, là, puisque le sujet central... C'était effectivement là, les discussions, le Couche-Tard Carrefour. On veut vous parler un petit peu plus là, des Panama Papers et indirectement là, du domaine du blanchiment d'argent de manière très brève. La fraude fiscale, en fait. Exactement. Et en fait, c'est ça. C'était pour vous parler un petit peu de cette histoire-là. Encore une fois, Panama Papers porte dans son nom le pays Panama, donc ça ne s'est effectivement pas passé. Ça s'est pas passé en Irlande. En Nouvelle-Zélande, effectivement. Mais c'était un scandale qui était quand même assez notoire, là, qui est sorti public en 2015. Là, pour vous faire un petit topo là-dessus, là, il y a eu officiellement un homme ou une femme, on ne sait pas, là, mais qui, sur une base anonyme, c'est-à-dire le fameux nom John Doe, a, entre guillemets et en anglais, leak plusieurs documents à un journal allemand, si je ne me trompe pas, sur les opérations de sociétés offshore. Puis ça, je vais te laisser, Gab, parler un petit peu plus des sociétés offshore sous peu, là, mais a leaké des informations sur plusieurs comptes, et je crois que c'était 11,5 millions de documents sur 214 000 sociétés offshore qui étaient enregistrées au Panama et qui étaient gérées et créées par le cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Ouais. Donc, je vais peut-être te laisser, Gab, effectivement, introduire un peu le terme et qu'est-ce que le concept d'une société offshore et surtout son implication avec le domaine fiscal. Ouais, bah c'est ça, en fait, c'est qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, puis ce journal allemand a transmis, en fait,
les infos au Consortium international des journalistes d'investigation. Là, qui, En fait, c'est par l'entremise du journal allemand, c'est le volume que le journal allemand a reçu était comme on va pas traiter tout ça. Donc effectivement, c'est le Consortium international qui a pris la charge par la suite. Je pense qu'on avait le Radio-Canada, je pense au Canada qui avait traité ça avec, puis en France, je sais que c'est le journal Le Monde, Mediapart évidemment, puis Cache Investigation là, avec Élise Lucet là, que je peux recommander quand même, qui est une bonne émission d'investigation. Là. Bah oui, en fait, une société offshore, c'est pas compliqué, c'est une société en fait qui est basée dans un territoire en fait avec une juridiction, on va dire, beaucoup plus souple, on va dire ça comme ça. Et qui est différente de celle de la personne qui la détient. Voilà, souvent les sociétés offshore, elles sont basées, elles ont pour but en fait de cacher en fait de l'argent ou des activités, elles n'ont pas un but opérationnel, donc c'est pas des entreprises qui vont, comment dire, aller, ce sera pas une usine qui va être incorporée par exemple aux îles Caïmans. Alors vous les connaissez probablement. Les juridictions avantageuses, bah c'est ça, c'est le Panama, c'est les îles Caïmans, les Bermudes, vous connaissez probablement Hong Kong et Macao, évidemment, qui sont Singapour, il y en a énormément, il y a l'île de Man aussi comment dire, Jersey, Guernesey, comment dire, en Europe, il y en a énormément, puis le but en fait de ces juridictions-là, c'est en fait aller chercher des avantages fiscaux, parce que dans la plupart de ces pays-là, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Donc il y a aussi le fameux Delaware aussi aux États-Unis. Ce sont des juridictions soit où il y a une imposition qui est beaucoup plus fiable, en fait beaucoup plus avantageuse, on va dire ça comme ça, soit ce sont des pays aussi où il y a entre guillemets un secret bancaire, où il y a une flexibilité juridique aussi qui permet en gros avoir de l'anonymat du détenteur. Voilà, avoir de l'anonymat, puis je dirais beaucoup plus de flexibilité pour éviter les poursuites judiciaires. C'est vraiment Exactement. ça. Officiellement, ça c'est intéressant, une offshore en tant que telle n'est pas illégale. Une compagnie enregistrée dans un lieu autre que le lieu fiscal principal de son détenteur n'est pas illégale. Ce qui est illégal, comme tu l'as dit, c'est le fait de dire ben, je fais ça volontairement pour transférer des milliers ou des millions ou même des milliards de dollars dans un contexte fiscal avantageux qui va être encore une fois protégé par l'anonymat de nos régulateurs fiscaux nationaux, par exemple. Exactement, l'optimisation fiscale en soi n'est pas illégale. C'est vraiment... Et c'est vrai que la barrière est assez mince entre optimisation et fraude fiscale, parce que l'idée... souvent dans ce genre de circonscription, enfin de ce genre de juridiction, c'est qu'on crée des structures fiscales avec différentes échelles. Je le voyais par exemple dans l'affaire avec notre ami Carlos Ghosn, si on peut parler d'amis, qui avait créé énormément de sociétés dans plein de pays différents, Bahreïn, il en avait fait aussi, comment dire, au Sultanat d'Oman, évidemment à Hong Kong, etc., où il rapatriait en fait de l'argent et des salaires en fait sur ces différentes sociétés un peu cachées pour justement aller en fait à obtenir de l'argent en fait libre d'impôts en fait, d'essayer de justifier en fait de revenus fantômes en fait. Donc c'est un peu ça. Je sais qu'il y a eu pas mal en fait de sportifs en fait de personnalités célèbres qui ont tombé en fait dans le scandale. Exact. Mais c'est ce qui a amené, si on peut dire, toute l'importance des Panama Papers, c'est de dire ok oui il y avait beaucoup de volume, mais est-ce que c'était un fait qui n'était pas connu, qu'il y avait des personnes qui avaient des grandes fortunes qui bénéficiaient de la fiscalité de pays qui avaient des régulations un petit peu plus larges? On le savait déjà. Ce qui était particulier effectivement, c'est de voir l'ampleur que le Panama et le fameux cabinet le Mossack Fonseca a eu dans toute cette affaire-là. Et comme tu as dit, le fait que ça touchait des personnalités publiques, beaucoup de monde, de premiers ministres, de présidents de pays. Entre autres, si je ne me trompe pas, il y avait le premier ministre de l'Islande qui a dû démissionner. Tout à fait. Effectivement, beaucoup de personnalités du monde culturel, mais également du monde sportif qui en bénéficiaient. Et c'est de dire, effectivement, au final, tout cet argent-là qui va découler là, d'activités courantes, mais lorsqu'on parle par exemple de la politique, cette rémunération-là pour représenter le peuple, au final, était mis ou soumise à des impôts qui n'étaient même pas ceux de la nation. Donc ça a été une levée de bouclier pour plusieurs personnes parce qu'il y avait des liens absolument continus. À peu près, en Occident, là, c'est dur de dire s'il n'y avait pas un proche presque de chaque premier ministre ou de personnalité politique ou de personnalité publique dans les grandes fortunes qui avait un lien avec les Panama Papers. Et la conclusion de tout ça, puis c'est souvent ce qu'on parle dans le domaine des scandales, c'est de dire oui, c'est sorti publiquement, puis ça c'est bien, là, c'est le journalisme, là, fait que ça c'est pas mauvais, là. Mais c'est surtout de voir le domaine de la régulation. Puis, tu sais, Gab, tu pourrais en glisser un mot également supplémentaire, là, mais est-ce qu'on a plus d'informations aujourd'hui sur le fait que des sociétés offshore pour fin
entre guillemets, d'évasion fiscale n'existe plus dans, par exemple, si on parle de notre secteur, là, mais de tout ce qui est dans les Caraïbes, par exemple, pour l'Amérique en général. Est-ce qu'on pense que c'est arrêté? Je ne crois pas. Est-ce que les Panama Papers vont avoir mis la lumière sur le problème? Oui. Est-ce que ça va avoir contribué à rapatrier un dû fiscal important? Oui. Mais est-ce que ça continue à se faire? Clairement. Là. Ouais, et puis c'est vrai qu'effectivement, alors aujourd'hui, il y a encore beaucoup, puis c'est pour ça qu'on l'a mis dans la section dans vos poches, parce que quand même, c'est lié, entre guillemets, quand même, on vous souhaite, que vous ayez des milliards à placer chez Monsieur Monsac et Monsieur Fonseca. On vous le recommande pas. Mais on vous le recommande pas pour le coup. Mais c'est là où on se dit quand même, entre guillemets, que l'optimisation fiscale aussi, bah oui, comment dire, elle peut avoir son aspect immoral. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de juridictions. Il y avait une fameuse liste noire qui avait été faite par l'Union européenne, si je me souviens bien, justement des paradis fiscaux. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui ont disparu progressivement. Je pense par exemple à la Suisse. C'est vrai que la Suisse est en train progressivement d'enlever le fameux secret bancaire qui était, qui était quand même très avantageux. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, dans le Loup de Wall Street, et quand il va voir Jean Dujardin pour le fameux Jean-Jacques Sorel dans le film pour aller placer ses sous. Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est ça qui est un peu dédommageable. Donc la Suisse a quand même quitté ce truc. Je pense que le Costa Rica aussi progressivement est en train de quitter cette liste noire, mais il reste encore des juridictions, soit des juridictions entre guillemets fiscalement avantageuses, soit des juridictions très souples entre guillemets pour les entrepreneurs. Moi je pense toujours, et elle n'est pas basée loin de Washington, c'est dans le Delaware, c'est une c'est le plus grand paradis, et c'est pas un paradis fiscal, mais c'est plus un paradis juridique. Là. Surtout sur une base commerciale, ouais. C'est ça, et parce que les lois pour le commerce sont très flexibles en fait. Ça, c'est plus un avocat qui pourra vous indiquer pour quelles raisons. Malheureusement, mes compétences sont un peu limitées là-dedans. Et on se dit que... Alors, l'exemple, moi, que j'ai souvent, là, c'est avec Lewis Hamilton, je pense que c'était lui qui était tombé dans les Panama Papers avec son fameux jet privé. Il avait été exonéré, en fait, de TVA, en fait. C'est pour ça qu'il avait utilisé Mossack Fonseca. Parce que c'est ça, il avait acheté avec une société basée à l'île de Man son jet qu'il louait à une autre société, qui le louait à une autre, qui le louait à Lewis Hamilton. Comme ça lui évitait de payer de la TVA sur son jet privé. Là. Donc tu vois un peu quand même le greed des fois où ça peut aller dans ce genre exactement, et puis c'est un peu ça la logique de tout le monde de la conformité, c'est de dire officiellement, ce genre d'activité-là, ça reste de l'évasion fiscale, oui, mais est-ce qu'il y a des manières de le faire et qui sont à la limite de la légalité? C'est toujours ça qu'on dit avec les scandales, c'est que c'est toujours proche de la limite de la légalité et on décide de ramener cette limite-là un peu plus stricte une fois que le scandale est mis au jour. Et c'est exactement ça qui est arrivé avec les Panama Papers. Comme on a dit, est-ce que les pays qui étaient touchés avec des ressortissants nationaux qui avaient des comptes dans cet offshore-là ou dans ce pays-là ont resserré? Oui. Est-ce que ça a changé les activités? Non. Et est-ce que les pays qui offrent des avantages fiscaux vont vouloir changer leur politique? Non, parce que eux, avoir une situation fiscale qui est un peu moindre, par exemple, qui vont charger moins d'impôts, là, un exemple classique, mais qu'ils ont en contrepartie des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'actifs qui sont imposables chez eux, ils vont être contents, même s'ils ne chargent pas beaucoup d'impôts. Ils font de l'argent, ce pays-là, avec cette structure fiscale-là plus lousse, entre guillemets. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'il y a des avantages de plusieurs côtés. Il y a des intérêts qui sont un peu entre les grandes fortunes, entre les pays nationaux qui veulent obtenir leur juste dû avec leur structure fiscale plus large. C'est micro-États, parce que souvent, ce sont des micro-États qui, malheureusement, n'ont pas le choix de vivre que de ça, en fait. Exactement. Et qui ont des balances fiscales assez élevées au niveau de leur gouvernement. Quand je voyais, par exemple, l'État, je pense, c'est l'île de Niue, qui est au milieu du Pacifique. Malheureusement, c'était devenu l'un des pays les plus riches du monde là, en termes de PIB par habitant, parce qu'en fait, c'est ça, ils vivent essentiellement de ça. Malheureusement, ils n'ont pas le choix de... Parce que malheureusement, aujourd'hui, à part malheureusement de la pêche, ils vivent pas de grand-chose. Donc, je me dis, en fait, c'est triste, mais aussi, c'est vrai que il y a toujours deux côtés de la médaille. Là. Puis, c'est toujours, et là, encore une fois, la limite entre fraude et évasion est toujours très dure à déterminer. Et c'est pour ça que souvent, les autorités fiscales quand même s'intéressent de plus en plus effectivement à la fraude fiscale, mais il manque encore beaucoup de moyens parce que c'est très difficile. Et les récompenses, en gros, le rendement risque, en gros, on va l'appeler comme ça, le rendement travail,
est assez faible. Vous le savez, les administrations fiscales, ils sont quand même aussi payés à la performance aussi. Ils ont des objectifs de récupération, de collection d'impayés de taxes. Donc c'est vrai que il faut se dire, souvent, ils ont tendance à aller chercher de l'argent facile, en fait, l'impôt. Et c'est vrai que dès que ça commence à être très complexe, c'est vrai que malheureusement, là, la connaissance est encore de la complexité fiscale est encore très, très difficile à cerner. Là. Exactement. Donc, on vous invite à lire un peu, encore une fois, sur le concept des Panama Papers là, et sur le scandale des Panama Papers un peu plus si ça vous intéresse. Et comme tu as dit, effectivement, Gab, là, de la fraude fiscale, de l'évasion fiscale plus généralement, là, qui est quelque chose d'assez intéressant et qui va évoluer constamment avec les nouvelles pratiques là, qu'on voit malheureusement dans le monde général. Donc, sur ce, c'est déjà la fin de ce 3e épisode de la saison 2 du podcast. Donc, je voudrais encore une fois, en mon nom direct, là, vous remercier pour votre écoute. Je vais te laisser, Gab, faire le petit mot de la fin là, et les quelques nouvelles sur le podcast. Un gros merci aux nouveaux arrivants sur le podcast, parce qu'on voit quand même une croissance assez fulgurante, en fait, depuis quelques semaines, du nombre d'auditeurs. Et alors, ça, je tenais personnellement, moi et JP, et puis je pense que JP, tu partages mon opinion, à vous remercier. Ouais. On souhaite la bienvenue, j'espère que le concept vous plaît toujours. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire si ça vous a plu, à partager, mettre les pouces, ça c'est vrai que c'est important là pour le référencement. On voit d'ailleurs les vidéos qui sont les plus vues sont celles effectivement où il y a le plus de pouces, donc ça nous aide beaucoup. Puis n'hésitez pas à partager. Pour la version audio, vous pouvez toujours la partager, vous abonner donc sur Spotify, Apple Podcast, Overcast, Google Podcast, Amazon Podcast, etc. J'en passe des murs et des pas belles. Et en attendant, moi je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine tout le monde.